Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, on va de nouveau analyser la filmographie d'un réalisateur, et ça va être quelque chose avec des sujets pas très joyeux, parce qu'on va s'attaquer au cinéma danois. Attendez, je vous jure, ça va être intéressant. Parce que si je vous dis Thomas Vinterberg, c'est possible que pour la plupart d'entre vous, ça ne vous dise rien. Et pourtant, je pense que vous avez au moins déjà entendu parler de plusieurs de ces films. Et on va pouvoir donc aborder plein de sujets super intéressants, je vous jure. Et hop, je vous lance un petit générique qui va me permettre de réfléchir à comment aborder les sujets pour ne pas faire bannir cette chaîne. A tout de suite. Alors juste avant qu'on se lance dans l'analyse, on va faire un petit retour film par film pour les résumer brièvement. Et donc comme je l'ai dit avant, on évoque des sujets pas très drôles. Ok? Alors c'est parti. Alors on démarre avec les héros, ou The Biggest Heroes, ou Der Storte Helte. Je tente le danois. Ici on nous raconte l'histoire de deux hommes qui sortent de prison. L'un d'eux découvre qu'une femme avec qui il avait eu une aventure par le passé est devenue mère et qu'il a donc des responsabilités. Il rencontre alors sa fille, maltraitée par son beau-père militaire, et ensemble, ils s'échappent. Dans Festen, on est dans un anniversaire de famille assez classique. Grande maison, dîner, tout le monde est là, ça boit, ça discute, ça fait semblant que tout va bien. Et puis à un moment, le fils prend la parole. Et l'air de rien, au milieu de son discours, il accuse son père d'abus sexuels. Sur le moment, ça tombe un peu dans le vide. Les gens sont gênés, mais ils continuent presque comme si de rien n'était. Plus la soirée avance, plus ce qui a été dit revient. Et petit à petit, toute la structure familiale commence à s'effondrer, jusqu'à devenir impossible à maintenir. Heureusement. Dans It's All About Love, on découvre un monde un peu instable, difficile à situer. Il y a des gens qui meurent sans explication. Et d'un côté, un homme retrouve sa femme pour signer leur divorce. Mais très vite, il sent que quelque chose ne colle pas. Elle est distante et un peu étrange. Et autour d'eux, le monde devient de plus en plus incohérent. On finit par même plus savoir ce qui est vrai ou non. Lui, au milieu de tout ça, essaye juste de garder un lien, de sauver quelque chose entre eux. Dans Dear Wendy, un jeune un peu paumé tombe sur une arme. Et il commence à la traiter comme un objet intime. Il rencontre ensuite d'autres jeunes dans le même état d'esprit, et ensemble ils créent une sorte de groupe avec des règles très précises. Aimer les armes, mais refuser la violence. On finit presque à les comparer à une secte. Mais évidemment, plus ils avancent, plus leur rapport change, et plus le système qu'ils ont construit commence à se fissurer. Et on enchaîne avec Submarino, que j'ai vraiment pas aimé. On y suit deux frères adultes, chacun de son côté, marqués par une enfance extrêmement violente à cause de leur mère alcoolique. On suit les deux frères séparément. Une première partie du film avec celui qui semble avoir le plus subi. Il est sorti de prison et a de gros soucis d'alcool. Et la deuxième partie se consacre au deuxième frère, qui semblait avoir une meilleure vie, mais qui se révèle avoir presque plus de soucis. Kamé, il a un fils qu'il essaye de gérer au mieux, mais il finira par devenir dealer pour pouvoir se payer sa propre consommation. Tous les deux finiront en prison, ils seront enfin réunis. C'est dommage, c'est à ce moment-là que je trouvais que le film commençait à devenir vraiment intéressant. Mais c'est là qu'il se termine. La chasse. Dans La chasse, on suit le professeur Lucas, qui s'occupe d'une école où il y a de très jeunes enfants. Et un jour, l'une des petites accuse Lucas de quelque chose qu'il n'a pas fait. Très vite, le doute devient une certitude collective. Tout le monde s'en mêle et la vie de l'homme s'écroule. Rejet, isolement, suspicion permanente. Même quand la vérité revient, avec certitude et confirmation qu'il n'a rien fait, même quand tout est censé être réglé, c'est trop tard. Le doute est installé dans cette petite communauté et il ne pourra rien faire pour rétablir la confiance. C'est, je pense, mon film préféré de Thomas Vinterberg et je pense que c'est pourtant celui qui me met le plus mal à l'aise. Parce que je vais le répéter, il faut toujours croire les victimes. Loin de la foule déchaînée, dans Far From the Madding Crowd, on suit une jeune femme indépendante qui hérite d'une ferme et se retrouve au centre de plusieurs relations amoureuses. Elle fait des choix, parfois guidés par l'émotion, parfois par l'orgueil. Sa vie se complique, elle perd ce qu'elle pensait contrôler et doit petit à petit reconstruire quelque chose de plus stable. Ensuite, dans la communauté... La communauté... Pardon. On découvre un couple qui hérite d'une grande maison et qui décide d'y vivre en communauté avec d'autres personnes. Au début, ça fonctionne plutôt bien. On partage les repas, les espaces, les discussions, presque une idée de liberté collective. Mais très vite, les relations personnelles prennent le dessus avec les jalousies, les non-dits, etc. Ensuite vient l'histoire vraie du Kursk, un sous-marin russe qui subit une explosion en pleine mer suite à une mauvaise manipulation ou un mauvais entretien des torpilles. Les survivants se retrouvent piégés au fond de l'eau. Pendant ce temps, on suit leurs familles qui attendent, impuissantes et qui font tout pour se faire entendre.
Enfin, on suit les politiques armés qui essayent de gérer la situation au mieux, mais tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté. Enfin, on termine avec Drunk, le film certainement le plus connu de Thomas Vinterberg. Ici, on suit 4 profs qui décident de tester une théorie, vivre avec un léger taux d'alcool constant, pour voir si leur vie devient plus intéressante. Et au début, ça marche vraiment. Ils retrouvent de l'énergie, de la spontanéité, comme une forme de liberté. Mais forcément, ils commencent à aller plus loin, et là, ça dérape, les conséquences deviennent concrètes, parfois catastrophiques, et tout le monde ne s'en sort pas forcément indemne. Bon, ça va être joyeux cette histoire. Dans la filmographie de Thomas Vinterberg, il y a pas mal de sujets, mais on revient souvent sur les mêmes contextes, sur les mêmes idées générales. Malgré tout, le sujet, je pense, qui revient le plus, c'est la famille. La famille, le lien parent-enfant. Chez Vinterberg, on parcourt des vies de famille particulières. On y suit des familles recomposées, des parents et des enfants en souffrance, des communautés. Bref, la famille telle que dépeinte chez Vinterberg, elle est jamais parfaite. Au contraire. Et pourtant, il le dira lui-même. Il a vécu en communauté, et il était très heureux dans cette façon de vivre, et il l'évoque en disant très bien qu'il parle tout le temps de famille, et lui-même sait pas pourquoi. Et à noter également que Thomas Vinterberg a sorti une série qui s'appelle Families Like Ours, qui parle de la montée des eaux et comment une famille doit survivre au Danemark. Pour le coup, j'ai pas vu la série, mais bon, vu le titre de la série, je peux me permettre de penser que ça parle de famille. Et au-delà de la famille, c'est surtout le lien parent-enfant qui est représenté. Dans Submarino, on constate avec effroi à quel point des enfants abandonnés, maltraités, peuvent reproduire les mêmes schémas s'ils ne sont pas correctement accompagnés. On va même pas parler de Feston, tant tout ce qui est dit est affreux. Mais on y revient quand même plus tard. Dans Les Héros, son premier film, on suit un homme qui découvre tout juste qu'il est père et qui se met en tête de rattraper ses erreurs pour que sa fille soit heureuse et qu'elle l'aime. Enfin, dans Kursk, la thématique des enfants devient peu à peu centrale au cours du film. Bien sûr, on suit beaucoup Léa Seydoux, qui interprète ici la femme du commandant, mais son fils, très effacé, devient primordial dans le message de fin. Car après toute cette exploration politique, ce qui termine le film, c'est le refus des enfants d'accepter ses erreurs. Dans tout cet accident horrible qui a eu lieu, tout le monde essaie d'accuser les autres. Peut-être, tous ces gens dans le sous-marin auraient pu être sauvés, mais par un jeu de pouvoir, en essayant de rassurer les familles, et du coup en n'agissant pas au plus rapidement possible, malheureusement, ils meurent tous. Donc la famille, c'est effectivement central chez Vinterberg. Mais c'est pas tout, parce que quand on réunit la famille, parfois on fait la fête, et parfois il y a de l'alcool. L'alcool, c'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Quoi? Ouais, on détend l'atmosphère comme on peut. L'alcool, c'est un sujet qui revient très souvent chez Vinterberg. Et j'ai mené ma petite enquête. Je me suis dit, peut-être que le Danemark est reconnu pour avoir une consommation d'alcool plus haute que la moyenne. Eh ben non. Si on la compare à la consommation française, oui, parce que vous êtes plus de Françaises et Français à suivre mes vidéos que de Suisses. D'ailleurs, vous êtes tous mes compatriotes. Et du coup, j'ai comparé, et non, la moyenne française en consommation d'alcool est même un peu plus élevée. Mais la manière de consommer est différente. En France, l'alcool, c'est régulier. Il est disséminé un peu partout dans les repas, avec un petit verre de vin, etc. Alors que dans la plupart des pays nordiques, l'alcool serait davantage consommé en grosse quantité d'un coup, en faisant ce qu'on appelle du binge drinking. Au Danemark, on consomme moins à tous les repas, mais on a tendance à boire davantage pour les occasions. Et ça pourrait aller dans le sens de la filmographie d'Vinterberg. L'alcool, c'est pas un problème au sein de ses films. Il est plutôt révélateur de problèmes, il est cathartique. On revient souvent sur ce genre de problème et j'en parle souvent en sein de mes vidéos. La communication, c'est important. Et parfois, quand les problèmes sont insidieux, familiaux ou sociétaux, ces problèmes nous rongent de l'intérieur, on n'arrive pas à les évacuer. Et c'est là que l'alcool, chez Vinterberg, joue son rôle. Il permet d'exploser, malheureusement. Il révèle ce qu'il se passe. La fête, les réunions de famille, etc. Tous ces événements sont synonymes d'alcool. Et ça fait que cette rage qui se formait au fond de nous, elle se révèle davantage, d'un coup. Et perso, je suis de l'école qui dit que l'alcool ne fait que te révéler tel que tu es vraiment. D'une certaine manière, l'alcool chez Vinterberg, il n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Il est révélateur. Révélateur de questionnements, d'interrogations, de problématiques. En gros, ça explose parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et ce besoin d'exploser, de montrer la vérité au reste du monde, notamment via l'alcool, c'est d'autant plus vrai avec Feston. Et Feston, c'est un cas particulier, car ce film, il a fait partie de ce qu'on a nommé le Dogme 95. Et c'est quoi, le Dogme 95 ? On est en 1995. Le cinéma, ça devient de plus en plus spectaculaire, Hollywood s'agrossit, les budgets explosent, les effets spéciaux prennent de plus en plus de place. Et pour Vinterberg et Lars von Trier, on a perdu quelque chose. Les personnages, les émotions, la vérité. Alors il rédige un manifeste, un texte un peu provocateur accompagné de ce qu'ils appellent un vœu de chasteté. 10 règles censées empêcher les réalisateurs et réalisatrices de tricher avec le réel. En gros, les 10 règles, c'est celle-là. Tourner uniquement en décor réel, n'utiliser que les sons enregistrés sur place,
caméra portée à la main, lumière naturelle ou présente sur le lieu, aucun effet spécial, aucun meurtre, aucune arme ou action spectaculaire, pas d'écart temporel ou géographique artificiel, aucun film de genre, format de 35 mm, le réalisateur ne doit même pas être crédité. Et donc, entre 1998 et le milieu des années 2000, une trentaine de films seront labellisés Dogme. Mais comme souvent avec les manifestes artistiques, le mouvement petit à petit va finir par s'essouffler. D'abord parce que plusieurs cinéastes trichent un peu avec les règles, même Feston, il respecte pas le format du 35 mm. Ensuite parce qu'une fois la démonstration faite, continuer à suivre ces contraintes ça devient plus limitant que libérateur. Et finalement le Dogme 95 est officiellement dissous en 2005. Mais s'il ne reste aujourd'hui au moins qu'un seul film du mouvement dans la mémoire collective, c'est bien Feston. Et c'est logique. Parce que là où beaucoup de films Dogme 95 utilisent les règles comme un exercice de style, Feston, lui, les transforme en armes. La caméra, elle tremble, presque comme si un invité était pris au piège dans cette horrible réunion familiale. On a l'impression d'être assis à table avec eux. Et quand Christian prend la parole, pendant l'anniversaire de son père, pour révéler les violences sexuelles qu'il a subies durant son enfance, il n'y a plus aucune échappatoire. Pas de musique dramatique, pas de montage spectaculaire, pas d'effets pour nous guider. Juste une famille qui s'effondre sous nos yeux. Et finalement, c'est peut-être ça la plus grande réussite du Dogme 95. Avoir créé les conditions parfaites pour que la vérité devienne impossible à ignorer. Parce que dans Feston, il n'y a pas vraiment de débat. Le père, c'est un monstre, les enfants sont les victimes. Et le silence de toute la famille a permis l'horreur de durer pendant plusieurs années. Pour une fois, Thomas Winterberg semble presque nous prendre par la main. Il nous montre une situation atroce et paraît nous dire clairement ce qu'il en pense. Et c'est assez rare, parce que justement, c'est ce qui rend le reste de sa filmographie assez fascinant. Assez déconcertant plutôt. Parce que dès qu'on sort de Feston, j'ai l'impression que les certitudes, elles disparaissent. Dans Drunk, l'alcool est-il une libération ou un poison? Dans La Chasse, comment réagirions-nous réellement à la place des habitants du village? Dans Dear Wendy, est-ce qu'on peut condamner totalement une communauté qui trouve dans les armes le seul moyen d'exister? Et dans Kursk, où s'arrête la prudence politique et où commence la lâcheté? Winterberg y passe son temps à nous enfermer dans des situations impossibles. Il expose les faits, les émotions, les conséquences. Puis il nous abandonne avec nos propres réponses, plutôt avec nos propres questions. Et donc, on débat. Et c'est d'ailleurs cette thématique qui, selon moi, est la plus importante chez Winterberg. Je vais poser toutes les questions. Je vais poser toutes les questions. Je le dis souvent, mais pour moi, c'est super important de nuancer son avis sur un film. Et je dois dire qu'étrangement, j'ai pas beaucoup aimé mon visionnage des films de Thomas Winterberg. De nouveau, j'ai bien aimé analyser. Et encore, j'étais plus dans une recherche de curiosité pour comprendre vers quoi il allait m'entraîner, vers quelles questions il allait poser. Parce que c'est ça, Thomas Winterberg. C'est exposer des situations et les questions qui vont avec. Mais pas les réponses, même pas vraiment son avis. Les situations qu'il expose sont atroces, immondes. Ça vient toucher une fibre sensible chez les spectateurs et spectatrices, puisqu'il vient questionner ce principe. Comment est-ce que nous, on réagirait à cette situation? C'est notamment dans ce qui est selon moi son meilleur film, La Chasse, qu'il aborde le plus cette thématique. On nous montre clairement que Lucas n'est pas coupable dans cette histoire. La situation explose parce qu'une fillette est jalouse de son prof, parce qu'elle veut son attention. Et c'est une gamine, elle est innocente par nature, et on peut pas lui en vouloir. Il y a une heure où la parole se délie, et c'est une excellente chose, où on prend au sérieux toutes les paroles, et je maintiens, c'est une excellente chose. Comment ne pas croire une fille qui dit que son prof a fait ce qu'elle prétend qu'il a fait? Elle-même ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle ne fait que répéter des mots qu'elle a entendus. Pourtant on sait que son prof n'a rien fait. Même si à force que le film avance, parfois on nous met le doute, et si ça s'était passé hors champ? Mais non, à la fin, on a bien la confirmation que rien ne s'est passé. Mais même après ça, la confiance, surtout au sein d'un petit village comme celui-ci, elle est détruite. C'est trop tard. Et c'est normal. Cette notion de « je vous expose une situation et vous choisissez ce que vous voulez en tirer », c'est aussi le cas avec Drunk. Dans ce film où on suit les profs qui tentent une théorie comme quoi les gens seraient plus ouverts, plus expansifs, plus intelligents en buvant constamment un petit peu d'alcool, on se dit forcément que c'est pas une bonne solution. Pourtant, on nous montre quand même les aspects positifs. Et à la fin, on pourrait croire que c'est tout bon, cette histoire d'alcool, elle est derrière eux. Mais non, voilà que le personnage principal reprend la boisson pour faire la fête. Est-ce que ce serait comme une sorte de célébration de la vie, justement, dans tout ce qu'elle a de plus complexe? Viens en fait, peu importe la joie, les emmerdes, les malheurs, viens, fêtons un bon coup. Winterberg d'ailleurs, il confirme cette approche de la non-réponse dans l'interview disponible avec les bonus du film Dear Wendy. Ces enfants sont abandonnés, laissés à eux-mêmes, dans un monde qui va mal, cloisonné. Alors célébrer les armes, leur vouer un culte presque sectaire, avec un code d'honneur, c'est presque beau. Même s'il s'agit d'armes, ils ont plus de respect envers elles que les forces de l'ordre n'ont envers la population. Kursk aussi, d'une certaine manière, reste assez ambivalent sur sa réponse. On montre les hésitations politiques, les jeux de doute, les jeux de pouvoir, sur comment gérer une telle crise, quel choix prendre.
Et c'est souvent pas le meilleur choix qu'on cherche, c'est le moins pire. Si on laisse les Anglais venir nous aider, on va perdre notre autorité, et ils pourraient avoir accès à des documents confidentiels. On peut pas prendre ce risque. Il vaut mieux mentir et prétendre que tout va bien. Dans un tout autre contexte, La Communauté nous présente un film très personnel pour Thomas Vinterberg. Effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, il a vécu dans une communauté hippie. Il explique que ce film ne retrace pas son histoire, mais des histoires qu'il a pu voir étant petit. Les questionnements, les jalousies, mais aussi les choses positives qui découlent d'une telle façon de vivre. Et c'est ce qui ressort du film. Certaines relations finissent complètement déchirées, tandis que d'autres naissent et deviennent véritablement belles. Au final, la solution, c'est toujours la même. La communication. Dans le cas du film La Communauté, elle ne répare pas, mais elle permet au moins de mettre en avant les soucis et de les apaiser. Et pourtant, même s'il donne pas véritablement son avis, il n'empêche que certains de ses films orientent clairement vers une réponse. Feston notamment. Oui, à la fin, la famille est détruite, et c'est tant mieux. Les enfants communiquent enfin sainement, ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur et tout ce qui leur est arrivé. La vie sociale, peu importe les blessures, elle se répare peut-être jamais totalement. Et parfois peut-être que pour guérir, le plus simple, c'est encore de danser. À l'image de la scène finale de Drunk ou encore dans Les Héros, où au beau milieu du film, alors que tout va mal, les personnages se détachent quelques instants pour s'exprimer par la danse et la musique. Voilà, c'était pas facile, je vous avoue. Vous, si vous avez vu des films de Thomas Vinterberg, n'hésitez pas à dire lesquels en commentaire. N'hésitez pas à dire si vous avez d'autres thématiques que vous voulez aborder. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, il y a quelques films que j'ai quasiment pas abordés, It's All About Love et puis Loin de la foule déchaînée, parce que c'est des films aussi qui évoquent les mêmes thématiques, mais ils faisaient que répéter ce qui avait déjà été dit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo. Ah oui, et puis une chose dont je vous ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que j'ai écrit un livre? Ça s'appelle La Symphonie du Dernier Barde. Il est beau, hein, toujours. Disponible chez 500 éditions. Merci. Si vous le lisez, à part ça, n'hésitez pas à faire un retour quand même. Ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les encres miroirs? Je connais pas. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à partager la vidéo s'il vous plaît. Et dans tous les cas, eh bien, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques, rôlistiques, bookistiques. Bref, merci et à tout bientôt. C'était Projet Ventilo.